Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Rhétorique parlementaire. Au sommaire de ce numéro, la coopération entre le Parlement européen et l'Assemblée nationale sénégalaise. Alors l'occasion a été saisie par le constitutionnaliste Ismaïla Madior Fall pour présenter une étude faisant le rapport sur le diagnostic de l'organisation et du fonctionnement du Parlement. Ce rapport concerne l'année 1960 ou bien la période de 1960-2012, c'est-à-dire de la première à la 11e législature. Selon le constat du professeur, l'état des lieux de l'institution n'est pas des meilleurs. Une fonction budgétaire, faire le budget est une loi, mais c'est une loi particulière. Une fonction de responsabilité et de contrôle de l'action publique, et enfin, une fonction de représentation. Je crois même que ça ne devait pas être enfin, on devait même commencer par là, parce que la première vocation de l'Assemblée nationale, c'est d'être une institution de représentation. Parce qu'au fond, le Sénégal n'a en réalité que deux institutions représentatives au niveau national. La première institution représentative du peuple sénégalais, c'est le président de la République, et la deuxième institution représentative, c'est l'Assemblée nationale. Il n'y a pas d'autres institutions représentatives au Sénégal au plan national. Et ça montre aussi l'importance de l'Assemblée nationale, mais aussi l'importance du métier et du statut de député. Dans le cadre du diagnostic, on peut d'abord commencer par la première fonction qu'on a indiquée tout à l'heure, la fonction législative. Ici, il s'agissait d'apprécier la qualité de la procédure législative, le rôle réel de l'Assemblée nationale et de ses commissions dans l'examen, l'adoption et l'application de la loi. Premier constat qu'on peut faire, c'est qu'au Sénégal, et c'est toute l'histoire politique du Sénégal, il y a une proportion marginale des propositions de loi dans la production législative. Ça veut dire à peu près 95% de la production législative, voire plus, c'est plutôt des projets de loi, c'est-à-dire des textes qui sont d'origine gouvernementale, et non des propositions de loi. C'est un constat, mais il ne faut pas le dramatiser, parce qu'il n'est dramatique en rien. Dans beaucoup de parlements, c'est en principe le gouvernement ou le pouvoir exécutif qui constitue ce qu'on appelle l'atelier législatif. C'est le lieu où on confectionne les lois. C'est le gouvernement, c'est l'exécutif, ce n'est pas le Parlement. Pour plusieurs raisons. C'est l'exécutif qui dispose des informations nécessaires à l'élaboration d'une loi, c'est l'exécutif qui dispose de la logistique, c'est l'exécutif qui dispose des ressources humaines, parfois pour élaborer les lois. Parce que les lois, par exemple, qui concernent la santé, sont élaborées au niveau du ministère de la Santé. Les lois qui concernent les mines sont élaborées au niveau du ministère des Mines. Il y a donc des ressources humaines là-bas. Des ressources humaines qui n'existent pas forcément dans une instance comme l'Assemblée nationale. Et donc, qui justifieraient même un peu partout dans le monde le fait qu'il y a une prédominance des projets de loi sur les propositions de loi. Ensuite, et ça, par contre, c'est un peu plus dramatique, les députés sont souvent initiateurs de lois qu'on considère comme scélérates par l'opinion. Autrement dit, quand des lois sont polémiques, controversées, voire impopulaires, on le fait souvent endosser par les députés. Je ne parle pas de cette assemblée, je parle de l'histoire du Sénégal. Si vous prenez le Dauphinat qui a permis à Abdou Diouf d'arriver au pouvoir, c'était une proposition de loi. Si vous prenez la loi Ezzan, c'était une proposition de loi. Si vous prenez l'amendement qui avait permis d'augmenter le nombre de députés à l'époque, c'était l'amendement Ndiagar Sène. Donc souvent, on a tendance à recourir aux députés pour initier des lois qui sont controversées ou des lois qui sont scélérates. Évidemment, la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est qu'il y a une sorte de baisse de l'image de l'opinion, de l'image des députés au niveau de l'opinion. On a l'impression qu'ils sont utilisés pour faire les basses besognes, pour ainsi dire. Il y a aussi dans l'Assemblée nationale du Sénégal, dans la législature passée comme dans l'actuelle, un taux d'analphabétisme qui est relativement élevé. Mais le taux d'analphabétisme, s'il est élevé, il faut le constater, mais il ne faut pas se borner à le constater, il faut dire après, mais comment faire pour le pallier, pour y pallier, pour y remédier. Et quand on regarde l'Assemblée nationale du Sénégal, le taux de députés qui ne peuvent pas travailler en français est relativement important. Ce qui pose problème, ce n'est pas que des députés qui ne puissent pas travailler en français soient là. Mais ce qui pose problème, c'est que si on travaille en français, ils ne seront pas à l'aise pour travailler. Et donc, il faut adapter les méthodes de travail. Si vous avez une loi de finances qui est rédigée en français, ben, si on ne travaille pas en français, on ne peut pas travailler sur la loi de finances. Et donc, il faut essayer de pallier un peu ce problème.
Toujours dans le diagnostic, on peut aussi remarquer, notamment dans les travaux de sur le travail des commissions permanentes, avec beaucoup d'échanges. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a des manquements, des insuffisances, comme on l'a relevé ce matin, en ce qui concerne les travaux des commissions. Par exemple, le fait que les commissions ne travaillent pas toujours en permanence, le fait que les rapports des commissions ne sont pas distribués en temps utile aux députés, parce qu'il est prévu un délai dans le règlement intérieur qui n'est pas toujours respecté, le fait qu'il n'y ait pas de séance préparatoire avant les membres du gouvernement. On attend juste le jour J pour parfois découvrir les textes et discuter séance tenante des problèmes. L'inexistence de mécanismes de consultation des députés avec les citoyens et les organisations de la société civile. Autrement dit, dans l'histoire du Sénégal, on n'a pas cette tradition d'organiser des débats, des concertations, des consultations entre les députés et les citoyens. Et ça, ça pose problème parce que parfois, il n'y a pas de canal qui permet aux citoyens, aux organisations de la société civile, pour faire remonter aux députés leurs préoccupations. Il n'y a pas de séance, par exemple, de recueil d'attentes qui sont organisées notamment dans notre pratique parlementaire. Il y a la non prise en compte aussi du genre dans l'analyse des projets de texte. Et puis, il y a la tendance des ministres à rejeter systématiquement les amendements des députés. Bon, je dois quand même préciser que il n'est pas superflu de préciser que l'échantillon temporel de l'étude, c'est que l'étude s'intéresse à l'Assemblée nationale du Sénégal de 1960 à 2012. Donc, en réalité, la plupart des choses qui sont dites ici ne vous concernent pas. Ça concerne plus l'Assemblée nationale de 1960 à 2012. Parce que depuis 2012, on n'est pas venu vous interroger ou bien faire des recherches sur ce qu'est votre pratique parlementaire. Mais ça, c'est la pratique parlementaire du Sénégal sur les 52 premières années. Bon, les députés, bon, ça on pourra y revenir dans les discussions, formulent parfois des amendements. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, au fond, dans la plupart des parlements contemporains, les lois sont faites par le gouvernement. Mais là où les députés souvent apportent de la valeur ajoutée, extrêmement importante, c'est au niveau des amendements, de leur pouvoir. Mais là, on a noté, l'étude a montré, en tout cas, dans la séquence temporelle que je vous ai indiquée tout à l'heure, que l'essentiel des amendements sont toujours rejetés par le gouvernement. Pourquoi rejetés? Parce que le gouvernement ici, c'est une question de mentalité. Ils ont l'impression que l'acceptation des amendements dénature leur projet et parfois a tendance à abaisser leur autorité. Ils veulent que leur texte sorte tel qu'il était entré à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est très culturel, pour ainsi dire. Parfois aussi, c'est politique, évidemment. Donc, il y a une tendance des ministres à rejeter les amendements des députés, on l'a dit. L'inexistence de mécanismes qui permet aux citoyens de signaler aux députés les problèmes d'application de la loi. Ce matin, on a beaucoup discuté au Sénégal et on était parvenu, avec l'apport de tous, à identifier beaucoup de lois au Sénégal, au fond, qui ne sont pas appliquées. Votées, mais non appliquées. Ou parfois appliquées, mais mal appliquées. Et que les députés n'ont pas forcément la possibilité de surveiller l'application des lois. Pourtant, les lois sortent de l'Assemblée nationale, c'est eux les auteurs de la loi, c'est les législateurs. Mais lorsqu'une loi n'est pas appliquée, ou même parfois lorsqu'une loi est dénaturée, ils ne peuvent pas le savoir. Et pourquoi ils ne peuvent pas le savoir? Parce qu'il y a une commission qu'on appelle la commission de délégation qui a pour vocation de contrôler l'application des lois, mais qui ne se réunit jamais depuis 1960. C'est une commission qui ne fonctionne pas. Donc, les députés n'ont pas une idée de la façon dont les lois sont appliquées. Les groupes parlementaires aussi ne sont pas si bien structurés comme on pourrait l'avoir avec des groupes parlementaires modernes qui ont un bureau structuré avec un secrétariat, etc. Et les groupes parlementaires dans la pratique parlementaire sénégalaise n'ont pas à leur disposition des experts qu'ils recrutent et dont ils assurent la gestion pour les appuyer. Parce qu'un groupe doit faire beaucoup de choses. Le fonctionnement des parlements contemporains repose d'abord sur les groupes et les commissions. Mais si le groupe ne dispose pas d'experts pour travailler, il va être difficile aux membres du groupe ou bien au bureau du groupe de pouvoir travailler correctement. Et sur ce plan, on le verra, on parle souvent d'assistants parlementaires, mais l'idée d'assistant parlementaire est bonne, mais ça ne suffit pas. Un assistant parlementaire ne peut pas remplacer en principe un expert de haut niveau comme en droit de l'attente de l'Assemblée nationale.
La surveillance budgétaire est un élément essentiel des prérogatives de l'Assemblée nationale, notamment par la Commission de l'économie générale, des finances, du plan et de la coopération économique. Cette surveillance qui est très normale dans l'institution parlementaire a été l'objet d'une étude de la part du professeur Ismaël Madior Fall, une fonction qui le juge insuffisante par rapport aux études. Il y a l'absence d'influence des députés sur le choix des dépenses. Bon, là aussi, on a l'impression que le projet de loi de finances de l'année qui est adopté en Conseil des ministres, il entre au Parlement, mais il doit sortir du Parlement tel qu'il était entré. Au fond, on peut dire que la capacité des députés à influencer les choix de dépenses est une capacité quasiment nulle. Les députés n'y peuvent rien. Bon, on peut réfléchir en disant oui, c'est normal parce que c'est le gouvernement qui connaît les recettes, qui sait ce que le pouvoir peut faire ou ne pas faire. Mais en même temps, on peut se dire, mais attendez, est-ce qu'il n'est pas possible d'imaginer des mécanismes institutionnels qui permettent aux députés de disposer d'une marge de manœuvre, même limitée, pour pouvoir influencer ou influer un tant soit peu sur les choix de dépenses. Bon, il y a des pratiques qui existent au niveau parlementaire universel. Il y a un débat d'orientation budgétaire, mais qui est dénué d'intérêt, parce que ça ne permet pas de vrais échanges entre les députés et le gouvernement. Il y a l'absence d'un vrai débat en commission sur le budget. Le quantum horaire est réduit, le rythme du passage des ministères est effréné, et souvent, il n'y a pas assez de temps pour les commissions de plancher sérieusement sur la loi de finances. Il y a évidemment une difficulté des députés à comprendre les documents budgétaires. C'est normal. Les documents budgétaires ne sont pas toujours à la portée de tous. Souvent, ils sont techniques, parfois même rébarbatifs. Mais l'Assemblée nationale doit trouver les moyens pour permettre aux députés de comprendre les documents budgétaires. Il y a l'absence de participation de la société civile dans le cycle budgétaire. Dans tout le cycle budgétaire du Sénégal, la société civile n'intervient pas. Un pouvoir d'amendement en matière budgétaire qui est nul, tout à l'heure, comme on le disait, et l'absence en amont d'analyse budgétaire par des experts ou par la Cour des comptes. Il est prévu dans les textes que la Cour des comptes assiste l'Assemblée nationale dans le contrôle du budget, mais en amont, avant même le contrôle du budget, la Cour des comptes ne produit pas de rapport qui peut permettre aux parlementaires de comprendre les enjeux de la loi de finances. Il y a aussi la non-mise en œuvre des pouvoirs de contrôle des commissions. Tout à l'heure, on parlait de la commission des délégations, qui n'est pas mise en œuvre. On a la commission de comptabilité et de contrôle, qui a vocation à contrôler le budget interne de l'Assemblée nationale, mais qui est aussi dans une léthargie. Il y a par exemple la mission d'évaluation et de contrôle budgétaire, qui est un instrument prévu dans le règlement intérieur, presque jamais mis en œuvre. Et il y a le caractère totalement inopérant des mécanismes de contrôle qui sont prévus par la nouvelle LOLF. Vous savez, la LOLF, en certaines de ses dispositions, doit entrer en vigueur en 2017, mais il y a déjà des dispositions, notamment relatives à la commission des finances, au suivi budgétaire, qui devraient être mises en œuvre, mais qui ne le sont pas encore. Pourquoi? Les raisons sont nombreuses, mais on peut retenir que les députés n'ont généralement pas les outils d'analyse budgétaire. Ce n'est pas qu'intrinsèquement ils ne l'ont pas, mais ce n'est pas mis à leur disposition. Et il y a l'absence d'un service de veille budgétaire pour documenter le travail des commissions. Il y a aussi le fait qu'au Sénégal, il n'y a pas de transmission des rapports des institutions de contrôle à l'Assemblée nationale. Autrement dit, ici, quand il y a des institutions supérieures de contrôle qui élaborent un rapport, il n'y a pas d'obligation qui pèse sur ces institutions supérieures de contrôle à envoyer à l'Assemblée nationale le rapport. Si vous regardez la plupart des textes sénégalais, on dit le rapport est adressé au président de la République, mais jamais ou rarement à l'Assemblée nationale. Pour le constitutionnaliste, le contrôle de l'exécutif est impossible à l'état actuel de l'organisation et du fonctionnement de l'Assemblée nationale. La transparence interne est aussi un débat au sein de l'hémicycle. Nous écoutons le professeur Ismaël Madior Fall à ce sujet. La fréquence d'une séance par mois qui est prévue par le règlement intérieur, ça reste à vérifier. Je crois que c'était prévu ou c'était le projet que le gouvernement vienne une fois par mois, par exemple, n'est pas respecté. Le recours limité aux questions est usité par un très petit nombre de députés. Ça veut dire qu'au fond, on a un groupe de députés très actifs. Souvent, c'est les mêmes qui posent les questions. On sait,
Il y a un député qui bat le record des questions écrites. Voilà, il est connu par tout le monde. Bon, donc, parce que beaucoup n'utilisent pas ces facultés constitutionnelles. Il y a une faible proactivité des députés à relayer les préoccupations de la population en question. Donc, quand il y a des problèmes, souvent, on a l'impression qu'il y a une certaine inertie des parlementaires. Parfois, il y a des problèmes qui sont dans la rue, pour ainsi dire, mais parfois l'opinion est étonnée que les députés ne s'en saisissent pas et transforment la question qui est une question de la rue en une question qui se débat au niveau des institutions, notamment au niveau de l'Assemblée nationale. L'inefficacité et l'absence de transparence des commissions d'enquête instaurées. Beaucoup de commissions d'enquête ont été instaurées à travers l'histoire du Sénégal, mais on sait qu'il n'y a quasiment pas de suite à la plupart de ces commissions d'enquête. La non-transmission des rapports relatifs à la vie de l'État à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de rapports donc qui se font sur la décentralisation, qui se font sur les marchés publics, sur beaucoup d'aspects, mais souvent l'Assemblée nationale n'est pas un ampliataire obligatoire de ces rapports. L'Assemblée nationale, bon, là aussi, ne donne pas le bon exemple en matière de contrôle de la transparence. Bon, on le dit, l'Assemblée nationale, ses comptes ne sont pas certifiés, parce que ces comptes ne sont pas soumis à la Cour des comptes. L'Assemblée nationale ne se soumet pas au Code des marchés publics. Donc, il y a là aussi un problème de transparence interne. Et le problème est d'autant plus important que l'Assemblée nationale exerce un contrôle sur le gouvernement. Et quand elle exerce un contrôle sur le gouvernement, quand elle est l'instance où on parle le plus de transparence, ben, elle aussi, elle devrait peut-être faire montre d'exemplarité en matière de transparence. Les remarques sont aussi allées du côté du fonctionnement interne de l'Assemblée nationale, où il n'y a pas d'espace de liberté ni de dialogue, selon le professeur Madior Fall, et que cette situation est exacerbée par le manque de cadres au sein de l'administration du Parlement, où l'on retrouve que 5% de cadres. La majorité est très forte. Bon, une Assemblée nationale démocratique aménage quand même des espaces de liberté importants pour l'opposition parlementaire, même lorsqu'elle est faible. Et justement, il y a une pratique dont on a discuté ce matin, qui consiste dans des pays comme l'Allemagne, c'est dans la Constitution, en France, c'est dans la pratique parlementaire, à confier, par exemple, la présidence de la Commission des finances à l'opposition, par exemple. Bon, au Maroc, ils ont opté pour la Commission des lois. Ils ont considéré que les finances, c'est sérieux, on ne le donne pas à l'adversaire, ils ont donné la Commission des lois. Il y a donc les dispositions du règlement intérieur qui sont inappliquées, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi incomplètes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'instructions du bureau qui doivent être prises, mais au fond qui ne sont pas prises. Et depuis, 30, 40 ans en réalité. Et ici, on a les exemples, l'instruction générale sur le déroulement de la séance, réservée aux questions orales, l'instruction sur le débat d'orientation budgétaire, sur la mission temporaire d'évaluation. Tout ça, c'est des actes qui doivent normalement être pris, mais qui ne le sont pas. Et les règles de procédure aussi ne sont pas tranchées par un juge. Autrement dit, dans la pratique parlementaire sénégalaise, au fond, quand il y a des controverses et parfois même des contentieux à l'intérieur de l'Assemblée nationale, au fond, ici, on n'a pas organisé des voies de recours pour les députés. Je donne un exemple. Il y a des députés qui ont été exclus de l'Assemblée nationale. Exclus. Il n'y avait pas de voie de recours. Et pourtant, c'était grave quand même. Exclure des députés, leur interdire d'accéder à leur bureau, ils n'avaient pas de voie de recours. Et ça aussi, c'est un problème. Ça veut dire que sur beaucoup de questions, lorsqu'il y a des débats, des controverses, des désaccords, il n'y a pas de voie de recours juridictionnelle. Il n'y a pas un juge qui est habilité à trancher. Il y a maintenant, en ce qui concerne les personnes de l'Assemblée, un grand problème. L'Assemblée nationale du Sénégal compte 5% de cadres, tout le personnel. Aujourd'hui, quand vous allez dans des pays comme le Burkina Faso, c'est impressionnant. Vous avez à peu près, à l'Assemblée nationale du Sénégal, un pool d'une vingtaine de juristes. Bon, ici, il n'y en a pas, ou bien il y en a un ou deux. Vous avez des sociologues, vous avez des rédacteurs d'un niveau élevé. Mais ici, le personnel, vous avez 5% de cadres. Tout le reste, c'est du personnel subalterne. Et vous avez l'absence des qualifications qui sont requises, juristes, sociologues, économistes, rédacteurs. Au Burkina, d'ailleurs, ils sont 30. Je me suis trompé en disant 20. Ils sont 30 juristes. Ils sont 30, mais c'est impressionnant quand même. Bon, sans compter les autres cadres. Mais ici, c'est un problème. Ça. Faiblesse du dispositif de soutien aux fonctions législatives, budgétaires, de contrôle. Parce que sinon, on ne peut pas demander aux députés d'être un omniscient, de tout connaître. On ne demande pas aux ministres. Les ministres, on leur demande de connaître un domaine.
notamment les leurs. Mais pourquoi exiger du député qu'il connaisse tout? Parce que s'il n'a pas de ressources humaines, évidemment, il ne peut pas s'acquitter de ses tâches de parlementaire. En conclusion, ici, je voulais qu'on retienne l'asymétrie d'expertise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Autrement dit, tout ce qu'il y a comme experts, ressources humaines, existe au niveau du gouvernement, de l'exécutif, mais n'existe pas au niveau de l'Assemblée nationale. Le dialogue ne peut pas être équilibré. On n'exige pas un équilibre pour une confrontation, hein, mais c'est juste pour qu'il puisse y avoir un dialogue, pour que les deux parties ou les deux institutions, qui sont même partenaires dans une certaine mesure, mais soient au même niveau d'information. Parce que même quand vous êtes des partenaires, des amis, il faut quand même être au même niveau d'information pour pouvoir dialoguer. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'au fond, il n'y a pas de dialogue. Il y a un monologue. C'est le gouvernement qui vient parler, les députés écoutent, applaudissent ou critiquent. Mais il n'y a pas de dialogue. Parce qu'ils ne sont pas au même niveau d'information. Les 11 premières législatures de notre Parlement ne sont pas fameuses du point de vue de ce rapport produit par le constitutionnaliste. À tout problème, vous me direz qu'il y a des solutions. Alors, professeur, que faut-il pour améliorer les conditions de travail de nos députés? Ici, il y a 3 préoccupations. Première préoccupation, c'est le renforcement des capacités des députés en matière de production législative. Deuxième préoccupation, l'amélioration de l'efficacité de l'exercice de la fonction de contrôle des ressources publiques, notamment le budget. Et enfin, la modernisation des règles qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'administration parlementaire. D'abord, sur le premier point, le renforcement des capacités des députés en matière de production législative. Il est évident que tout nouveau élu a besoin d'un minimum de formation dans les domaines de compétences qui sont les leurs, ces élus-là. Et c'est pour ça qu'on a proposé ici des formations sur le régime constitutionnel, la procédure législative, la légistique, la rédaction des actes parlementaires, etc. Mais aussi l'organisation de voyages d'études auprès d'autres parlements, d'autres États, des institutions interparlementaires, pour s'enquérir de l'expérience d'autres parlements. La nécessité aussi de rencontres pour une mutualisation de bonnes pratiques parlementaires, notamment au niveau de la sous-région. De réformer le dispositif juridique qui régit le fonctionnement de l'Assemblée. Tout à l'heure, on l'a dit dans le diagnostic, il y a beaucoup de textes qui doivent constituer l'arsenal de fonctionnement interne de l'Assemblée nationale qui sont pas pris. Il est important ici que ces actes soient pris. Il est important de transposer les actes communautaires. Donc, le dispositif juridique qui régit le fonctionnement de l'Assemblée doit être changé. C'est ça qui permettra, par exemple, l'aboutissement plus facile des propositions de loi, la liberté du député, parce qu'il faut aussi garantir la liberté du député. L'allocation de crédits nécessaire au fonctionnement des commissions, l'audition du gouvernement, des fonctionnaires, le fait de pouvoir s'entretenir avec les citoyens, les organisations de la société civile, l'évaluation des politiques publiques, parce qu'on en parle beaucoup, mais au Sénégal, il n'y a pas de pratique d'évaluation des politiques publiques par le Parlement. Il est aussi important d'avoir tout à l'heure les actes qu'on a indiqués mais qui ne sont pas pris. L'instruction générale sur le déroulement des questions orales, sur l'orientation budgétaire, etc. Et il nous paraît aussi important de mettre en place une cellule d'analyse, d'études qui soit animée par des experts parlementaires. Mais vraiment des experts de haut niveau. Deuxième défi, c'est l'amélioration de l'efficacité de l'exercice de la fonction de contrôle des ressources publiques, notamment le budget. Là, il nous paraît important de proposer une révision du règlement intérieur qui prenne en charge les implications juridiques et institutionnelles de la LOLF. Parce que le Sénégal a une nouvelle constitution financière. Bon, pour l'instant, même au niveau de l'exécutif, on n'y fait pas trop attention parce que l'entrée en vigueur est fixée en 2017, notamment. C'est pour ça que, bon, au fond, on dit tous, bon, on peut attendre 2017, pas encore là. Mais il est important de modifier le règlement intérieur pour y introduire les nouvelles exigences de la LOLF et des directives communautaires, notamment pour tout ce qui concerne l'animation du débat d'orientation budgétaire, l'analyse des documents de programmation pluriannuelle, le suivi des rapports trimestriels d'exécution du budget, des actes modificatifs du budget comme les décrets d'avance, etc. Il nous paraît aussi important de former les membres et les personnels de la commission des finances en droit budgétaire, en finances publiques, et de doter les députés d'un guide sur la procédure d'élaboration, la nomenclature, la structure et l'exécution du budget. Il y a beaucoup de questions que les députés se posent légitimement sur le budget, parce que le budget est un acte éminemment technique,
on aurait pu avoir un guide sur les principaux éléments qui concernent le budget, la loi de finances. Organiser des séances de concertation avec les citoyens et les partis intéressés par les questions budgétaires avant le vote des lois de finances. Bon, ça se fait dans certains pays où les députés organisent des rencontres avec des organisations de la société civile pour pouvoir influencer les choix budgétaires. Par exemple, sur la loi de règlement, quelle doit être, par exemple, la collaboration entre la Cour des comptes et l'Assemblée nationale dans le cadre du contrôle de l'exécution du budget, la formation des commissions d'enquête parlementaire, le contrôle de projets financés par l'aide internationale. Il nous paraît aussi, parce qu'on parle beaucoup de genre, mais il nous paraît aussi d'imprégner les responsables des commissions. Bon, au Sénégal, dans la pratique parlementaire, on n'a pas de commission genre, mais on peut imprégner les membres de la commission à l'analyse sexo-spécifique. On appelle l'analyse genre. Comment analyser, par exemple, un projet de loi au regard du genre, par exemple. Améliorer l'efficacité et la transparence de la gestion de l'Assemblée nationale en instaurant un système de contrôle rigoureux des comptes et un poste de vérificateur interne. Bon, ça existe dans plusieurs parlements africains. Je ne parle pas de Canadiens africains. Il y a un vérificateur interne, par exemple, qui certifie les comptes de l'Assemblée nationale. Et de redéfinir les règles de gestion du budget de l'Assemblée nationale, procédure budgétaire, fonctionnement régulier de la commission de contrôle, contrôle par les institutions supérieures comme la Cour des comptes, c'est-à-dire que la Cour des comptes soit soumise comme la présidence de la République, ou bien les ministères à la Cour des comptes. Comptabilisation dans le système de gestion financière de l'Assemblée de l'apport des projets d'appui. Dernier défi. Ici, on propose pour l'administration parlementaire d'établir un audit organisationnel, administratif et social du personnel de l'Assemblée. Tout à l'heure, on l'a dit, en montrant combien, par exemple, la proportion de cadres était faible au niveau du personnel de l'Assemblée nationale. D'élaborer un document de planification stratégique du développement de l'Assemblée. Ce matin, on l'a dit pendant nos discussions. On disait qu'il n'y a pas de plan stratégique de développement de l'Assemblée nationale au Sénégal. Bon, si vous allez prendre au Burkina, maintenant même la RDC a un document stratégique de développement de l'Assemblée, sur 10 ans par exemple. L'Assemblée en est là, dans 10 ans, on veut qu'elle arrive là, à partir d'activités qui sont bien identifiées et dont la programmation est réalisée dans le temps. Et il faut aussi un comité de pilotage de ce plan de développement, d'appuyer l'élaboration de plans d'action et des agendas de travail par les commissions, les groupes et les réseaux parlementaires. Élaborer aussi un manuel de procédure administrative, financière, régissant l'administration des services administratifs, techniques, financiers, des commissions, des groupes. C'est-à-dire que pour qu'il y ait moins d'informel, et qu'on sache un peu qui fait quoi, comment sont agencées les institutions, etc. Et former régulièrement les membres du réseau des journalistes parlementaires sur les activités du Parlement. Pour valoriser un peu l'image du Parlement au niveau de l'opinion, il faut qu'il y ait des journalistes qui sachent de quoi ils parlent quand il s'agit d'aborder l'Assemblée nationale. Informatiser l'agenda parlementaire, développer des applications collaboratives sur l'organisation du travail parlementaire. Améliorer le système d'enregistrement et de transcription des débats. Bon, ici, il y a un début qui est intéressant. Poster les comptes rendus des commissions générales, les rapports des commissions d'enquête et les missions d'information sur le site web de l'Assemblée. Tout ça, c'est pour permettre à l'Assemblée d'être une institution ouverte et que les citoyens puissent savoir ce qui s'y fait à l'Assemblée, ce qui s'y fait notamment. Administrer un site web, éditer un annuaire thématique sur les lois, les traités internationaux et les actes parlementaires. Développer des capacités au sein de l'administration afin de pouvoir offrir de façon efficace les services de traduction, interprétation, enregistrement, etc. Négocier éventuellement un partenariat avec les médias publics et privés pour une meilleure couverture des activités parlementaires. J'ai vu dans certains pays européens, il y a une chaîne parlementaire. Et il y a des gens qui aiment bien ça, mais souvent les personnes âgées en Europe, ils aiment bien regarder les débats parlementaires. Bon, les jeunes, pas trop. Mais ici, ce n'est pas possible. Lorsqu'on s'intéresse notamment aux débats parlementaires, on ne peut pas toujours suivre les débats parlementaires. Il s'agit aussi, comme autre recommandation, de développer un service de relations publiques pour rendre accessible l'institution parlementaire aux citoyens et aux usagers. Doter la direction des services législatifs
d'équipements nécessaires afin que les procès-verbaux soient établis pour chaque séance et distribués à temps. Installer un système de catalogage et d'indexation électronique du fonds documentaire et des archives législatives. Bon, moi, par exemple, il m'arrivait de venir à l'Assemblée nationale pour faire des recherches. Et souvent, j'avais des problèmes parce que la documentation n'est pas archivée, n'est pas gardée. Vous pouvez faire toute une journée, mais vous n'avez pas les archives que vous venez chercher. Le chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Sénégal, M. Tige Berman, a orienté les parlementaires sénégalais à la mise en œuvre de ce rapport. Je vous inviterai bien, M. Fall, au Parlement européen, parce qu'il y a un diagnostic à faire là aussi, je pense. Nous souffrons aussi du cholestérol et des virus sous les pieds. Il y a beaucoup de travail. Il y a des choses à prendre pour améliorer le travail. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a tant de contrastes ici, parce qu'il y a un contraste entre la volonté, entre ce qu'il y a entre les oreilles, ce qu'on a dans la tête, les capacités qu'on a, et la capacité réelle, concrète, que vous êtes donnée. Vous êtes motivé pour être un bon parlementaire, vous arrivez, vous ne savez même pas comment commencer. Mais moi, j'avais exactement le même problème. En arrivant au Parlement européen, je ne savais pas du tout comment être un parlementaire. Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais journaliste avant. Je ne savais pas comment proposer quelque chose, comment obtenir quelque chose, comment changer quelque chose réellement. Comment faire en sorte que ce que mes électeurs veulent devienne la réalité, n'est-ce pas? Et pourtant, vous voulez le faire, vous êtes motivé. Hein? Il y a tout à apprendre. Et on peut dire, bon, très bien, ceux qui ne se noient pas survivent et apprennent à nager. Mais c'est un peu dur comme chemin à suivre. Et il vaut mieux travailler selon les préceptes du professeur Fall, parce que c'est vraiment un travail extraordinaire qui a été fait. Et je vous souhaite tout le succès dedans. Et j'espère vivement qu'ils viennent à Bruxelles pour nous administrer les mêmes médicaments. Merci beaucoup. Madame Kati Sissewan, vice-présidente, a conforté la prise de position du rapport en soutenant que la situation reste la même au sein de l'hémicycle et qu'il devrait également revoir la transparence au sein de l'institution. Il l'a dit tout à l'heure, c'est un travail qui concerne la législature d'avant, qui ne nous concerne pas, mais nous savons très bien que la situation n'a pas changé. Et que donc toutes les conclusions qui sont dans ce document s'appliquent parfaitement à notre législature. Et c'est la raison pour laquelle je comprends très bien l'impatience de l'honorable député cher Oumar Sy, parce que très souvent, en réalité, nous savons très bien ce qui ne va pas. On fait des diagnostics, on fait des études, on fait des échanges. Le problème, c'est de changer. Le problème, c'est de prendre le taureau par les cornes et de se dire, il faut véritablement qu'on décide de changer les choses. On a fait tellement de séminaires, de rencontres, de rapports dans ce pays que, je ne sais pas, je comprends que dans sa tête, ils se disent on va perdre du temps. Mais là où on ne perdra pas du temps, c'est que, au-delà du diagnostic, parce qu'il est important que les députés, les 150 députés qui sont dans cette nouvelle législature, puissent de manière plus poussée s'imprégner de ce diagnostic et participer également à l'élaboration des recommandations qui sont déjà faites, mais je pense qu'on a quand même une petite expérience, ça va faire presque 1 an que nous sommes là. Ku ci nek xam nga fi li fi dox ak li fi doxul. Ku ci nek fi am nga lo ci mëna wax. Donc bala ñuy dem ci ay appliquer proposition, bu ñu défé atelier et moi j'aurais souhaité vraiment que cet atelier là qu'on ait un atelier résidentiel de 5 jours. C'est pas trop. Qu'on prenne le temps parce que ce qu'on ne fait pas maintenant va nous rattraper. On va se dire dañuy perdre temps mais du perdre temps. Bu ñu jëlé juroomi fan ñun ñëpp ñu tok d'abord xamanté parce que loolu c'est important. On est 150 députés mais tout le monde ne se connaît pas ici. Et ça je veux dire c'est problématique. Nañu xamanté bu ñu rombé loolu ñu xol institution bi nga xamné mom lañ ñu dénk parce que nit ki bu féké né yow da nga ñëw ñu jox la liggéey bu bees ñu né la légui yow député nga assemblée. Té en réalité newuñ la liggéey bobu naka la tëddee noo koy defee boo koy def kan nga koy defal yow lañ la jox pour nga def ko mais da ngay tëñëx yi di dem rek en réalité loolu moo ñu dal jéem nañ fi def ay atelier
jéem nañu orienter ñu ba mais li ñu war a def ba léegi dafa des c'est-à-dire il faut que on nous oriente sur le travail d'un député. On en a quand même fait, on a fait des choses très intéressantes pour des bleus, des députés bleus quand même. On a eu à voter des lois, on a eu des motions de censure, on a fait des choses extrêmement importantes, mais am na loo xam ne bu ñu ko deful rek yëf yi day sooxe. Donc il faut que définitivement monsieur le président du groupe parlementaire dégguma mais nos partenaires et l'Assemblée nationale il faut qu'on leur demande un atelier résidentiel de 5 jours ñu tëju planification stratégique bi li tax mu am solo moo di ne tant que xamuñu fi ñu jëm dañuy def rek te li ngay def en réalité du am impact du am solo. Nous tous déjà on a participé à 4, 5, 6 ateliers de renforcement de capacité mais renforcement de capacité sur quoi? On ne sait pas de quelle capacité on manque donc il faut que ñun ñu toog ku ci nekk yow nga ne ah man kat Maguette Tall man lii laa jàng parce que ñun ñëpp ku ci nekk fii 150 députés yi ku ci nekk am na loo mën ak loo mënul mais la nga mënul sa morom mën na ko loolu tax ñun mën nañu doon assemblée nationale boo xam ne bii dafay am doole parce que ku ci nekk dañ lay jox cër bi nga xam ne mooy sa wàll ci kaw li nga man ku ci nekk ñu bàyyi ko la mu man mu def ko comme ça assemblée nationale bi doon assemblée boo xam ne bi vraiment dafay am doole am solo tey jii ku bëgg a changer assemblée nationale xam nga ni nga koy defee ñun ñii xam nañ ko mais rapport u Ismaïla Madior Fall bii ku bëgg a changer assemblée nationale bi di nga ko def am na yuñ ci mën a yokk mais aujourd'hui tey ñun on veut contrôler l'action du gouvernement c'est très bien parce que c'est notre rôle mais est-ce qu'on contrôle l'action de l'Assemblée nationale tey jii ñun Assemblée nationale bu ñuy élaborer budget bi ñun dañu les députés ne participent pas à l'élaboration du budget de l'Assemblée nationale les députés ne contrôlent pas le budget de l'Assemblée nationale doo digle càngaay attendez si je ne viens pas au Parlement européen on me diminue de moitié mon salaire hein. Voilà c'est ça donc moi je dis mënoo digle càngaay te yow si sa bopp doo sangu donc ñun ñii tamit am na loo xam ne lii dañ ko war a def planification stratégique bi aussi ma ñëwaat ci lan moo tax mu am solo dafay tax ëllëg képp koo xam ne da ngay ñëw pour def ay actions au niveau de l'Assemblée nationale dañu la naan ah ñun kat 4 ans yi ñu dese nii ñun lii la ñu décidé def li nga bëgg a def ak ñun est-ce que bokk na ci lii parce que ñun lii mooy suñu priorité bu fekkee ne lii bokk si ñu ne la ah ñun kat lii lañ bëgg a def mais bu fekkee ne tu as 4, 5 ONG qui viennent selon leurs affinités avec des députés qui viennent qui proposent des programmes de renforcement de capacité am ñu ci bokk am ñu ci bokkul xamoo ndegam loolu am na solo loolu c'est pas intéressant ñun ñooy am notre plan de développement on dit que on a besoin de renforcement de capacité dans les 15 domaines suivants quels sont les partenaires au développement qui sont prêts à nous accompagner dans ces 15 domaines mais sinon ku mu neex comme Moulin à vent ku mu neex nga ñëw dugg da ngay xëy suba ñu ne la am na ay étudiants yuy def ay études ñun xamuñu étude boobu nu mu demee xamuñu lu ko lal xamuñu lan mooy objectif bi donc moi je pense que vraiment pour résumer et aussi à l'endroit de mes amis du cabinet il faut que le travail aussi qui est fait par les conseillers techniques du cabinet soit un travail plus inclusif plus participatif parce que am na yu bari yoo xam ne ñoom ñu ngi koy def lu am solo mais les députés lu ci bari duñ ko yëg ça aussi il faut que ñu changer ko tey aujourd'hui man en tant que membre du bureau je ne sais pas quels sont les partenaires qui appuient l'Assemblée nationale je ne le sais pas il faut qu'on améliore la transparence au sein de l'Assemblée nationale il faut qu'on ait une liste qui nous dise voilà la liste des partenaires au développement qui financent l'Assemblée nationale voilà les domaines de financement voilà le responsable de la mise en œuvre et voilà le montant de ces financements-là il faut que nous l'ayons yooyu yëpp amuñu ko. Le Parlement européen compte soutenir le Parlement sénégalais dans sa pratique parlementaire, notamment dans le domaine d'interprétation simultanée du traitement des documents des députés, de la gestion des ressources humaines et de la communication. Je suis venu 2 jours pour travailler avec l'Assemblée du Sénégal parce que le Parlement européen a 23 langues différentes, mais on a des interprètes. Je vois que l'Assemblée du Sénégal n'en a pas. Alors qu'il y a 6 langues. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas s'exprimer en français, la seule langue qui est admise ici. Donc, ce que nous allons faire avec l'Union européenne, c'est aider l'Assemblée à avoir des interprètes dans toutes les 6 langues qu'il y a, pour que tout le monde puisse se faire comprendre. C'est essentiel. Comment on peut transmettre
les souhaits des paysans au fin fond des régions du Sénégal si on ne peut pas s'exprimer dans la langue de la région. C'est très essentiel. Il s'agit là de faire la vraie démocratie participative dont les assises nationales ont déjà parlé il y a 3 ans. Ah non, c'est un hasard qu'on est ici dans cette salle. Évidemment, il est très important de voir qu'à l'Assemblée du Sénégal, il y a tant de femmes. Il y a 42% des députés qui sont des femmes. C'est plus que dans la plupart des parlements européens. Je vous salue, je vous félicite pour cela, parce que c'est ça l'égalité des genres. Nous avons invité un groupe de fonctionnaires de l'Assemblée sénégalaise à Bruxelles qui sont venus. On a parlé des problèmes concrets qui sont posés ici. Problème étant la traduction en premier lieu. Mais il y a aussi des problèmes d'archivage parce que les archives sont tenues de façon... Bon, dans 50 ans, il ne restera plus rien de ces documents. Et c'est quand même la mémoire de la démocratie du Sénégal. Donc c'est très important de garder ces documents, de les archiver, de les stocker, n'est-ce pas? Voilà, on a parlé de ces... On a parlé aussi d'une possibilité d'avoir plus tard le vote électronique, non pas à main levée, pour, contre, abstention, mais électronique, avec des boutons. C'est bien, mais ce qui est plus urgent aujourd'hui, c'est la traduction simultanée dans toutes les 6 langues pour que tout le monde puisse s'exprimer, soit compris, soit pris en compte, soit entendu. Ce sera mis en œuvre dans l'année qui suit. Là, ça va être très rapide. Le coût estimatif de ces box où seront assis les interprètes, etc., toute l'installation, on va aussi former les interprètes, environ 800 000 €. Pour le président de la Commission des lois, l'Union européenne renforce sur différents centres d'intérêt la formation du parlementaire sénégalais. Maître Djibril War. Oui, nous voudrions d'abord vraiment profiter de cette occasion et au nom de mes collègues députés et saluer et apprécier à sa juste valeur l'implication donc constante de l'Union européenne donc pour l'amélioration, le renforcement et vraiment donc la mise à disposition de tout l'outillage donc nécessaire pour avoir vraiment un parlement quand même vraiment à la hauteur des attentes des populations. Et je crois comme il l'a si bien dit, donc l'Union européenne n'a eu de cesse donc vraiment bien avant même cette législature d'amorcer en tout cas une politique de coopération donc à tous les niveaux, particulièrement en tout cas notre assemblée, donc aussi bien au niveau de la formation parce que en marge même de la disposition en tout cas de ce haut commis important dont il vient en tout cas de ces différents centres d'intérêt et dans la mesure où aujourd'hui ne serait-ce que par rapport à l'outil de traduction simultanée, le problème donc de communication, la mission donc des mandants du peuple quand même, tous ces axes quand même je crois que bien pourront être en tout cas être à la hauteur des attentes des populations. Il l'a si bien dit, au-delà même du prix, c'est l'intérêt parce que maintenant, les populations d'ailleurs, à tous les niveaux, donc, pourront en tout cas avoir l'information, le travail des députés, donc dans la langue vraiment donc, de la naissance, ça c'est un point. Il s'ajoute également encore que dans la même lancée, l'Union européenne donc, a eu donc à créer encore un cadre même de formation, d'amélioration et de renforcement des capacités. Donc cet atelier en tout cas qui vient en tout cas en prélude en tout cas de la journée de demain, donc n'est que la résultante en tout cas d'une forme de coopération vraiment qui vient à son heure donc au grand bonheur en tout cas et des députés et du peuple dont nous sommes vraiment les mandataires. Mesdames et messieurs, ainsi se referme votre magazine rhétorique parlementaire. Merci d'avoir suivi. Remerciements également à l'équipe technique, à la régie, à la production et à la post-prod. Rendez-vous est pris lundi prochain sur un autre numéro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.